ça a commencé. Eh ben, écoutez, bonsoir, bonjour pour ceux d'entre vous qui êtes loin, euh, sur d'autres fuseaux horaires. En tout cas, moi je veux vous dire que je suis heureux de faire cette première sur Mention Facebook, première pour cette primaire, et je suis évidemment à votre écoute, prêt à répondre à vos questions à tous. Alors je crois que les questions sont en train d'arriver. Ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est que si je suis aujourd'hui devant vous, c'est que cette, cette occasion qui m'est donnée de parler de la nouvelle attitude politique française, que je souhaite être celle pour demain dans notre pays, et que je veux partager avec vous, c'est d'abord la fin de ce vieux logiciel droite-gauche qui est usé, qui n'a plus de signification pour beaucoup de gens, et qui, je le vois d'ailleurs à l'occasion de chacun de mes déplacements aujourd'hui, ne donne plus la possibilité aux Français de se reconnaître dans la politique. Vous savez qu'à chaque occasion qui m'est donnée sur les textes, quand je considère que c'est bien pour le pays, je le vote. Ça m'est arrivé sur le pacte de responsabilité, ça m'est arrivé sur la loi Macron. Voilà, tous ces sujets sont évidemment des sujets sur lesquels je veux, si vous le souhaitez, les uns et les autres, évidemment, vous emmener avec moi pour que nous puissions, dans notre pays, changer le logiciel. Et puis, je vois que j'ai une question sur l'allocation universelle. C'est la France universelle que je veux porter avec ce changement d'attitude. Vous savez, je crois que le vieux modèle économique français, le vieux modèle économique social, il est totalement à bout de souffle. Pas besoin de vous dire qu'en 40 ans, de 74 à aujourd'hui, le chômage a explosé. On était à 400 000 chômeurs, on est à aujourd'hui plus de 6 millions, on est à 8 millions et demi de pauvres, et avec dans le même temps, on le sait, des prélèvements obligatoires qui ont explosé, qui sont passés de 35% à 45%, avec un endettement qui lui-même a explosé. On était à 20% d'endettement en 1974, on est aujourd'hui à près de 100%, à 97%. Et puis 1974, c'était le dernier budget qui était à l'équilibre, et on est en déficit depuis, et avec de nouveaux enjeux devant nous, qui sont des enjeux évidemment majeurs. Le rapport du MIT qui nous dit que 50% des emplois sont automatisables, avec ce rapport en France qui nous dit que le numérique dans les 10 ans va détruire 3 millions d'emplois. Donc il est temps d'inventer un nouveau modèle. Et cette allocation universelle que je souhaite, que je veux pour mon pays, c'est d'abord non pas une idée utopique comme je l'entends si souvent, parce qu'elle est aujourd'hui en application dans un certain nombre de pays, elle a été testée, mais un pays comme la Finlande est en train de le mettre en œuvre, le Québec, que je connais bien évidemment, c'est ma circonscription, a décidé lui aussi de le mettre en œuvre. Donc vous le voyez, cette idée d'une allocation, d'un revenu finalement universel, c'est-à-dire ouvert à tous, sans aucune condition, qui permet de remplacer le maquis social, qui permet d'éradiquer la pauvreté, qui redonne à chacun la possibilité de reprendre la main sur sa vie, qui doit aller évidemment avec une grande réforme en profondeur de notre fiscalité. Et moi, je défends l'idée d'une flat tax, qu'au-delà de cette allocation, au premier euro, tout le monde paierait, avec des paliers pour qu'il y ait de la progressivité, ce qui est évidemment dans la culture française. Alors certains, je vois, il y a une question sur le fait que ce serait pas juste parce que des citoyens de milieu aisé le toucheraient. Au contraire, on est évidemment quelqu'un qui, au-delà de ce revenu universel, va avoir un travail, va gagner de l'argent, va payer de l'impôt tout de suite et va finalement, d'une certaine manière, le rembourser. Mais il pourra le retrouver s'il en a besoin à un autre moment. Alors vous me dites, c'est Aline qui me pose la question en me disant que finalement gauche-droite, ça ne veut plus rien dire, c'est ce que je dis, mais qui me pose la question pourquoi je suis encore à l'UMP. Bon, d'abord, c'est plus l'UMP, ce sont les Républicains, mais ça
c'est un détail. C'est ma famille politique. Je suis engagé dans cette famille politique depuis bien longtemps. Je pense que justement, cette famille politique, elle n'a plus aucun intérêt à se revendiquer de ce vieux logiciel, en l'occurrence, d'essayer d'expliquer aux gens que c'est la droite et qu'il faut, de manière un peu artificielle, essayer de faire vivre ses valeurs, alors que la réalité, c'est que quand je me suis engagé, il y a bien longtemps, aux côtés de Jacques Chaban-Delmas, déjà, ça n'avait pas beaucoup de sens pour nos compatriotes. Et souvenez-vous, le général de Gaulle lui-même appelait à dépasser cette gauche et cette droite. Aujourd'hui, quand je vais à la rencontre des Français, quand je suis dans les zones rurales, dans les banlieues, je vais voir tous ces Français qui travaillent, ou tous ces Français qui, au contraire, cherchent du travail, eh bien, il n'y en a pas un qui me parle de gauche, de droite. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est des solutions. Ce qu'ils veulent, ce sont des réponses. Alors, je vois que j'ai une question maintenant sur la question du monopole de la sécurité sociale. Il est question des fils vite, hein, vous m'excuserez si je ne réponds pas précisément à tout, puisque techniquement je les vois défiler à grande vitesse. Sur la question du RSI, puisque finalement tout ça c'est le même sujet, hein, il y a aujourd'hui des travailleurs indépendants qui ont un régime social qui est un régime obligatoire, et ce régime social obligatoire, outre les dysfonctionnements, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, que chacun connaît, on a vu des reportages des dizaines de fois à la télévision, outre ces dysfonctionnements, le vrai sujet c'est qu'il y a une mauvaise protection pour un coût qui est très important et avec de surcroît des échéances à payer, quelle que soit la situation de l'entreprise. Donc 63 000 faillites l'an dernier, 235 000 emplois directs qui du coup ont été supprimés, des gens qui sont dans une situation dramatique, beaucoup de nos compatriotes qui, ne serait-ce que pour pouvoir faire face, payer leurs salariés, sont contraints de dormir dans la cave du commerce, ou de ne pas se donner de retraite, ou de ne pas se donner de salaire, de revenus. Voilà, tout ça, c'est le quotidien de beaucoup de gens, ou d'autres, les ayants droit, puisque là je parle des 2 800 000 cotisants, mais les ayants droit, vous en avez 6 millions, et bien beaucoup d'entre eux qui, au bout de nombreux mois, continuent de ne même pas toucher leur retraite parce qu'il y a des difficultés, parce que le système ne fonctionne pas. Et bien moi, ce que je propose, c'est une liberté. Et la liberté, ça veut dire que si on est travailleur indépendant, on doit pouvoir d'abord obtenir l'égalité avec les salariés. Donc si on veut être au régime général de la sécurité sociale, évidemment en cotisant au même niveau et en ayant la même protection, on doit pouvoir le faire, mais on doit pouvoir aussi, c'est ça la liberté d'affiliation, avoir une assurance privée. Il faut évidemment qu'il y ait un cahier des charges qui soit mis en place par l'État, ça doit être obligatoire, mais on doit pouvoir, si on le veut, et choisir son mode d'assurance. D'ailleurs, j'ai été frappé quand j'ai été au Salon de l'Agriculture, mais ça m'avait été posé comme question à l'occasion de mes différents déplacements en Seine-et-Marne, en Bretagne par exemple, quand j'allais rencontrer des acteurs économiques. La MSA, pour les agriculteurs, on me pose les mêmes questions. Donc je pense que ça, faut étudier le sujet évidemment, mais je pense que cette liberté, elle est indispensable. Alors je vois là, on me dit que les directives européennes ont cassé le monopole de la Sécu. Oui, on peut dire ça d'une certaine manière. Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, dans les pays d'Europe, dans les différents pays d'Europe, il y a cette liberté, que les directives le permettent, qu'en France, on veut s'attacher et s'enfermer dans le système qui existe aujourd'hui, sans se préoccuper malheureusement de la réalité. Il y a de plus en plus de suicides. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ne sont plus en situation, ils ne sont pas en situation d'embaucher. Donc tout ça, c'est évidemment, ça va contre l'intérêt de la France, de l'économie française et des citoyens. Et donc, la question du monopole
quand évidemment des directives donnent la liberté, on peut se poser la question, mais je dirais même que la question de la sécurité sociale et de son unicité se pose déjà bien avant, puisque quand vous avez des régimes spéciaux si nombreux, que vous avez y compris les fonctionnaires qui ont la possibilité, qui après font d'avoir une complémentaire, on voit bien que tout le monde n'est pas traité de la même façon. Et quand vous avez des travailleurs indépendants qui n'ont pas la même protection que les salariés, on ne peut pas faire croire que c'est la même chose. Donc il faut maintenant dire la vérité. On voit, je l'ai dit tout à l'heure, que le modèle, aujourd'hui, il est vraiment fragile, il est à bout de souffle. À partir du moment où on n'arrive plus à protéger des gens qui travaillent dur, à partir du moment où ils sont contraints de mettre la clé sous la porte, il faut accepter de changer, il faut accepter de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Vous savez, on est en 2016 et on fonctionne aujourd'hui différemment. Les directives de l'Union européenne donnent surtout des objectifs de rendement aux agriculteurs. J'étais au salon de l'agriculture. Je crois que ce qui est grave aujourd'hui, c'est que nos compatriotes qui sont agriculteurs, qui ont cette passion, qui ont comme c'est le sens de leur métier, qui sont là pour nourrir, voient qu'on va exactement à l'inverse du sens de l'histoire. Quand on regarde la croissance démographique dans le monde, qu'on voit qu'on va être à 9,5 milliards de citoyens à horizon 2050, que moi je vois dans ma circonscription aux États-Unis et au Canada, et notamment aux États-Unis, un pays qui est aux côtés des agriculteurs, qui les pousse dans l'expansion, à partir à la conquête du monde, notamment de l'Afrique, qui a un taux de natalité qui est de 32% là-bas, donc qui est vraiment extrêmement dynamique. Eh bien, on voit dans le même temps une Europe qui, elle, pousse à désinvestir. Une Europe qui habitue finalement les agriculteurs, et c'est dramatique, hein. Je discutais avec des jeunes agriculteurs quand j'étais au salon, ou quand j'étais dans certaines exploitations, je pensais en Bretagne par exemple, et que je vois ces jeunes agriculteurs qui eux-mêmes me disent on n'a pas d'autre choix, on est obligé d'aller vers les subventions tout de suite, avant même de construire notre programme économique. Biberonner comme ça les gens aux subventions, c'est en réalité, malheureusement, hein, les empêcher de vivre leur passion et leur métier en étant des entrepreneurs, qu'ils sont d'abord. Et donc voilà les raisons pour lesquelles moi je crois qu'il faut redonner une ambition à notre agriculture, qu'il faut que tout le monde s'en plaint. Vous savez, j'y étais à 5 heures du matin. Pourquoi? Parce que les organisateurs, le système ne voulait pas que j'y aille avant 8 heures du matin. Parce que moi, je voulais discuter avec les éleveurs au moment de la traite matinale des vaches, au moment du lavage des vaches, quand tout le monde arrivait, quand les gens se réveillaient. On a beaucoup échangé avec tous ces éleveurs. Et ce que j'ai évidemment compris, et qui m'a été dit aussi quand j'étais avec des éleveurs de porc en Bretagne, ou que j'étais avec des céréaliers en Seine-et-Marne, ou en Indre-et-Loire l'autre jour, quand je suis sur le terrain, c'est d'abord le problème des normes. Et vous voyez, j'entends d'ailleurs exactement la même chose du côté des artisans, des commerçants, ou de ces apprentis que j'ai été voir au centre d'apprentissage d'ici les Moulineaux, et qui tous sont écrasés par des normes françaises qui viennent s'additionner aux normes européennes. Les normes européennes sont obligatoires. Eh bien moi je me suis engagé, je le dis et je le dis avec force, à ce que les normes soient les normes nationales, qui sont plus contraignantes que les normes européennes, deviennent immédiatement facultatives, qu'elles ne soient plus obligatoires. Ça ne veut pas dire les supprimer. De la même façon que moi je ne dis pas qu'il faut supprimer le RSI, je veux donner de la liberté. De la même façon sur les normes, eh bien ceux qui voudront suivre ces normes pourront le faire. Les autres pourront se limiter aux normes européennes, ce qui les mettra d'ailleurs à égalité de concurrence avec tous les autres acteurs européens. Voilà des sujets qui sont des sujets importants. Alors là maintenant, on me pose une question sur la loi Taubira. Réécriture, abrogation, la laisser telle qu'elle fut rédigée en 2013. On est sur la question du mariage pour tous. Bon, faire croire aux gens qu'on peut réécrire une loi telle que celle qui prévoit
et qui autorise le mariage, et à partir du moment où il y a des mariages, honnêtement, ça n'a pas beaucoup de sens. Et moi, je crois qu'il faut dire la vérité aux gens. Nous nous étions engagés, moi je m'étais mobilisé, j'ai raconté ça d'ailleurs dans mon premier livre, Le mieux est l'ami du bien, pour l'union civile. Nous ne l'avons pas fait. C'est notre tort. J'étais à l'époque, d'ailleurs, je l'ai écrit, en désaccord avec ma famille politique, parce que moi je défends depuis toujours le droit à l'adoption. Alors c'est précisément ce qui a été un des freins importants pour le mariage chez beaucoup de mes collègues, beaucoup de Français. Simplement parce qu'en réalité, on le sait, dans notre pays, l'adoption, de fait, elle existe, puisqu'à partir du moment où les célibataires peuvent adopter, et évidemment que les couples homosexuels peuvent adopter. Je voudrais qu'on sorte de ces faux semblants. Je voudrais qu'on essaye de ne pas déchirer les Français. Et ça a été très impressionnant de voir comme sur ce texte, la France est déchirée. D'autant plus impressionnant que, à ce moment-là, moi je n'étais pas, au moment de la discussion du texte au Parlement, puisque je n'étais pas élu, mais que j'ai vu, notamment depuis les États-Unis, à quel point tout ça, malheureusement, pouvait laisser des traces. Alors, pourquoi un cahier des charges alors que l'Europe nous a déjà permis de quitter l'URSSAF? On passe un peu d'un sujet à l'autre, mais c'est le jeu, évidemment. D'abord, un cahier des charges parce que ce que je ne veux pas, et là je vois moi aux États-Unis les drames qu'il peut y avoir, c'est que on ne couvre pas l'ensemble des risques. Et je sais parfaitement que dans l'urgence, parfois, et on le regrette ensuite, on peut parfois arbitrer et ne pas se protéger, mal se protéger. Je pense que c'est très important que, y compris si on a la liberté d'affiliation, il y ait en même temps un certain nombre d'éléments extrêmement précis qui imposent que telle ou telle assurance se conforme à des protections minimum qu'il faut pour tous nos compatriotes. Voilà, ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Ça me paraît absolument indispensable. Liberté d'affiliation, ça ne veut pas non plus dire n'importe quoi, et ça ne veut surtout pas dire qu'on laisse des gens dans l'insécurité. Francine, alors j'ai plus la question est passée trop vite, donc je n'ai pas pu la lire. Jean-Nicolas, êtes-vous prêt à promouvoir le passage de la répartition à la capitalisation, comme Pinera au Chili l'a fait avec un grand succès? Oui, c'est un vrai sujet, évidemment, parce que quand je parle du RSI, quand je parle ensuite de la MSA, on me dit évidemment, mais le régime global pour tout le monde. Comprenez que je n'ai pas du tout une approche idéologique. Je sais que pour certains, c'est un combat de principe depuis toujours. Moi, je n'ai pas cette approche-là. Mais en même temps, évidemment que je regarde ce qui s'est passé au Chili, et Jennifer le dit, avec la retraite par capitalisation. Je disais tout à l'heure d'ailleurs que les fonctionnaires, par exemple, ont accès au système préfonds. Donc, il faut, je pense, arrêter d'opposer les systèmes. Je pense que, on le voit bien, les systèmes par capitalisation protègent souvent beaucoup mieux qu'on ne le dit là où ils existent. Et ce qui est aujourd'hui important, et c'est la raison pour laquelle, sur ces questions, et je vais le faire d'ailleurs sur le RSI, mais je pense qu'il faut le faire de manière plus générale, il est important de demander aux Français leur avis. Il faut qu'ils puissent se prononcer précisément sur une question comme celle-là. Il faut qu'il y ait un vote de nos compatriotes sur le RSI, sur cette question-là. Alors, on me demande maintenant ce que je pense de la loi sur le travail. Ce que je pense sur la loi sur le travail, je l'ai dit d'ailleurs avec force, moi je la voterai. J'ai appelé à la voter. J'ai dit en même temps que sur un certain nombre de points, je voulais l'amender parce que d'abord, je pense que assouplir sur les 35 heures, c'est bien, évidemment, mais il faut que les salariés, au moins les salariés, puissent, à travers une défiscalisation des heures supplémentaires, ne pas être pénalisés sur la réforme. Et c'est donc là, pour le coup, une baisse de charge que je propose, qui pèse sur les salariés. De la même façon, sur la question du référendum, je vois bien tous les blocages, je vois bien les réactions d'un certain nombre, si ce n'est la plupart des syndicats. Mais je ne comprends pas qu'en 2016,
alors que les Français sont de plus en plus demandeurs de démocratie directe, alors qu'on a la possibilité avec la démocratie digitale de voter, que le vote par Internet est facile, que je le sais parce que je l'ai vécu dans ma propre circonscription, on puisse encore considérer que des salariés ne puissent pas, dans une entreprise, voter sur tel ou tel sujet qui les concerne. Ce sont des votes à bulletin secret, ce sont des votes sur lesquels il n'y a pas de pression. Et donc, que des syndicats se battent contre ce principe de vote, je trouve ça hallucinant. Voilà. Et donc, évidemment, ces sujets-là sont des sujets sur lesquels il faut, au contraire, que les Français, à l'intérieur de leur entreprise, puissent se prononcer et qu'ils puissent décider, qu'on puisse ramener au niveau de l'entreprise beaucoup de décisions. De même que, vous savez, sur un certain nombre de sujets qui font débat dans cette loi, donner plus de lisibilité, moi je le vois dans la plupart des pays d'Europe, où nous avons un système où les entrepreneurs ont de la lisibilité, il est beaucoup plus facile d'embaucher. Voilà des sujets. Alors il y a beaucoup d'autres amendements que j'entends déposer sur ce texte, dont des réformes qui concernent le contrat de travail. Moi je pense que aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, on est dans une nouvelle société, il va y avoir beaucoup de disruptions, beaucoup d'interruptions dans les carrières des uns et des autres. Et il va donc être absolument indispensable pour tous les Français d'avoir une vraie portabilité des droits. C'est très intéressant. Moi, je travaille notamment sur la question du contrat de travail à travers des intermittents. Je pense que ça doit, aujourd'hui, puisque ces interruptions vont faire partie de la vie de tous. Je voyais un jeune qui avait 27 ans qui me disait qu'il avait déjà eu 17 employeurs différents et formes de contrats différents. Ça va être le quotidien de tout le monde. Il faut s'adapter à cette réalité. Virginie, avez-vous prévu dans votre programme de revoir la représentativité des syndicats qui ne représentent plus les salariés et bloquent le pays? Ils bloquent le pays, pourquoi les syndicats? Parce qu'ils sont exactement comme les partis politiques dans la logique de faire vivre ce logiciel droite-gauche. Et donc on est dans un pays où les syndicats, au lieu de défendre les salariés, sont malheureusement poussés et construits sur les batailles idéologiques. Et donc bien sûr qu'il faut une vraie liberté de se présenter et qu'il puisse y avoir dans les entreprises des syndicats maison. Bien sûr que les freins qui ont pu être mis par des syndicats, là aussi pour de mauvaises raisons, sur le télétravail que je défends depuis si longtemps, sur lequel j'ai été parfois brocardé, sur lequel j'ai été caricaturé, qui aujourd'hui fait partie du quotidien de nombreux Français, ça doit devenir un droit, même si les syndicats s'y opposent de la même façon qu'un droit dans l'entreprise, même si les syndicats s'y opposent. Parfois d'ailleurs ce sont les employeurs qui s'y opposent. Eux aussi doivent se moderniser, doivent vivre comme en 2016. Mais si on les laissait adapter leur entreprise, vivre dans un rapport nouveau avec leurs salariés, plutôt que de les noyer de réglementations, d'obligations, de lois qui changent en permanence, on changerait beaucoup de choses. Sur la question du financement des syndicats, bien sûr qu'il faut, c'est Jennifer qui pose cette question, c'est très important en matière de démocratie. On a réglé cette question pour les partis politiques il y a maintenant de nombreuses années. Et il faut le faire pour les syndicats. On ne peut pas continuer d'avoir, par exemple, comme tout le monde le sait, sur l'argent qui est collecté pour la formation, les systèmes de financement. L'argent de la formation, il doit aller sur la formation. L'argent de la formation, il doit permettre aux Français de s'adapter, il doit permettre aux apprentis de s'adapter. Donc il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Il faut faire finalement ce qu'attendent les Français avec beaucoup de fermeté, sans s'énerver. Ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut rester très calme par rapport à tout ça. Mais il faut remettre de l'ordre. Que pensez-vous de l'augmentation de l'âge de la retraite? Je pense que, évidemment, à partir du moment où on vit plus longtemps que la moyenne d'âge, même si elle a tendance là maintenant à stagner, mais si la moyenne d'âge évolue à la hausse, évidemment que on sait parfaitement que l'âge de départ à la retraite doit être repoussé. Ce qu'il faut simplement, je l'avais expliqué d'ailleurs dans mon livre Le mieux et l'ami du bien, c'est garder l'écart
qu'il y avait au moment où on a mis en place la retraite à 60 ans en 1981. Simplement garder l'écart qu'il y avait à l'époque entre la date moyenne de décès et le moment où on part à la retraite. Si on fait ça, on doit pouvoir retrouver un équilibre. Et en même temps, moi, je ne veux pas qu'on raconte d'histoire aux gens. C'est pas simplement en supprimant les 35 heures, comme je l'entends parfois, et en allongeant l'âge de départ à la retraite, qu'on va régler le problème de l'économie française. Tout ça, ça n'a pas de sens. Il faut s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je défends aussi l'allocation universelle, le revenu universel. Parce que s'adapter au monde d'aujourd'hui, ça veut dire que nous devons mettre en place un dispositif qui, de la naissance à la mort, va permettre à tous les citoyens d'affronter toutes les situations de la vie et en même temps de se préparer. Toutes les expériences qui existent montrent que c'est le meilleur moyen de reprendre, je le disais tout à l'heure, la main sur sa destinée, sur sa vie, mais que c'est en même temps, finalement, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui l'assimilent à de l'assistanat, alors que c'est au contraire de la solidarité, que c'est un moyen de se rapprocher du travail et pas de s'en éloigner. Je vois, on parle justement de l'automatisation massive, l'ubérisation, et on me demande si le revenu de base doit être un objectif. Oui, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Je pense que c'est inéluctable. Il y a des pays qui vont le faire avant les autres. Moi, j'aimerais que la France soit en avance et pas en retard. Il y a d'autres pays qui sont en train de le décider. Dans la campagne qui est menée aux États-Unis aujourd'hui, il y a plusieurs candidats. Du côté des Républicains, Marco Rubio, et c'est aussi présent dans ce que porte Sanders du côté des démocrates. Il y a l'idée qu'il faut s'adapter au monde aujourd'hui. Moi, si je suis candidat, c'est d'abord parce que je pense que cette France universelle qui doit être, je l'ai dit tout à l'heure en parlant d'agriculture, doit être mondiale, doit offrir une nouvelle chance à ses enfants. Quand je vais dans les cités, quand je vais dans les banlieues, quand je vais à la rencontre dans les zones rurales de toute cette jeunesse qui n'est pas diplômée, qui n'a pas fait les grandes écoles, qui ne sort pas des grandes universités, qui n'a pas l'expérience mondiale dans son cursus, eh bien moi je veux qu'on répare cette inégalité. Je veux par exemple les doubles nationaux, tous ces franco-algériens, franco-maliens, franco-congolais, franco-ivoiriens, on peut multiplier toutes ces communautés que je vois aujourd'hui, qui sont des doubles nationaux. Ce sont des chances pour notre pays. La France doit comprendre, nos entrepreneurs doivent comprendre que nous devons partir à la conquête du monde, que nous devons partir à la conquête de l'Afrique. Vous savez, aux États-Unis, tout le monde a parfaitement compris que c'est en grande partie là que va se faire la croissance mondiale. Eh bien, on a la chance en France, à travers ces doubles nationaux, c'est d'abord leur offrir un espoir, mais nous pouvons prendre des parts de marché. Le débat public en France, il est tellement réduit aux frontières de l'Hexagone, alors qu'il faut regarder loin. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être naïf. Moi, je demande depuis si longtemps qu'on protège les frontières de l'Europe. Je demande depuis si longtemps qu'il y ait une vraie police européenne des frontières mutualisée. Je l'ai écrit dans mon premier livre. Il faut, comme quand vous allez aux États-Unis, vous avez l'ESTA, vous avez maintenant au Canada l'équivalent. Il faut la même chose pour l'Europe. J'ai défendu aussi qu'on puisse aujourd'hui être radicaux sur les questions, par exemple, de salafisme et de lieux de prêche qui menacent les jeunes musulmans, qui aujourd'hui sont entre les mains de radicaux qui les poussent à l'extrémisme, qui les poussent au djihadisme. Il faut fermer ces lieux. On ne peut pas. Je l'ai demandé. Regardez, sur la déchéance de nationalité, on a perdu. C'est un faux débat. On a perdu du temps. Au lieu de prendre des vraies décisions, j'étais tout à l'heure dans l'hémicycle sur la question de la loi sur le terrorisme. Le gouvernement a bien voulu accepter la proposition que j'avais faite de peine incompressible. Et donc on a un amendement qui a été voté, sous-amendé par le gouvernement, de peine incompressible pour les terroristes. Eh bien, c'est important de comprendre que il faut le compléter, ce dispositif. Et moi j'ai regretté, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais heureux évidemment que le gouvernement accepte cet amendement que je défendais. Mais j'ai regretté que pour les terroristes qui sont en prison, on ne
n'est pas un dispositif qui permette de les maintenir s'ils continuent de présenter un danger. Il faut que ce soit une décision d'un juge, bien sûr, mais il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir les maintenir. Voilà des sujets importants sur lesquels on doit se retrouver. La radicalisation sur Internet, on pose la question, évidemment, c'est là aussi un sujet majeur, je l'ai demandé à très nombreuses reprises. On ne peut pas faire n'importe quoi, bien sûr, mais j'ai demandé une commission d'enquête pour qu'on puisse, à la fois sur les lieux de presse, sur toutes ces associations qui sont couvertes de lutter contre l'islamophobie, en réalité sont porteuses de haine. Et sur Internet, un certain nombre de sites qui eux-mêmes sont porteurs de haine. Eh bien, nous devons très tranquillement faire ce travail. Voilà, je suis désolé parce que je crois qu'on me fait signe que l'heure est venue maintenant de vous quitter. Je veux vous donner rendez-vous puisque je souhaite que ce soit un rendez-vous régulier. C'est un exercice un peu nouveau, évidemment. C'est pas toujours très simple. Les questions, vous êtes nombreux à poser des questions, les questions défilent. Je vous répondrai par ailleurs aux uns et aux autres par écrit si vous laissez vos emails ou bien sur Facebook. Mais je veux vous dire combien c'est important pour moi d'avoir cet échange direct. C'est pas nouveau pour moi puisque je fais mes permanences virtuelles aux États-Unis et au Canada avec nos compatriotes régulièrement. Et bien dans cette campagne, je vous donnerai rendez-vous comme nous venons de le faire aujourd'hui pour échanger, pour répondre en direct à vos questions. Je pense que c'est important de réinventer la démocratie. Et cette démocratie digitale, avec aussi des votes que je vais vous demander sur un certain nombre de sujets, c'est un moyen dans cette campagne d'essayer d'avoir cette nouvelle attitude politique à laquelle je crois et qui est importante, si importante pour notre pays. Merci à tous.